Un endroit si désolé que les éleveurs locaux, elles, avaient surnommé la terre où rien ne pousse. Mais ces animaux, n'étaient pas des chevaux ordinaires. Le gouvernement chinois venait de dépenser des millions pour les importer de zoo des Allemagne de Hell, étaient des États-Unis, afin de les relâcher dans un désert qui gagnait chaque année près de 3986 km². La communauté internationale de la conservation était extrêmement pessimiste. Un célèbre écologiste écrivit, même dans le magazine Nature, que cela revenait à jeter de l'argent sur une terre morte. Une équipe documentaire de la BBC, venue filmer la réintroduction repartie après seulement 2 jours, convaincue d'assister à un échec coûteux en direct. Les chevaux eux-mêmes semblaient presque irréels. Avec leur corps trapu, leurs crinières dressées comme des mohicans et leurs jambes rayées rappelant celles des zèbres, ils ressemblaient davantage à des peintures rupestres préhistoriques qu'à des animaux modernes. Les spécialistes de la survie en milieu désertique estimaient leurs chances extrêmement faibles dans un environnement où les températures hivernales descendaient jusqu'à 40 F et où les étés atteignaient 104 F. Ces animaux nés en zoo n'avaient peut-être que 15 de chances de survivre au premier hiver. Les responsables locaux du comté de Ginsar préparaient déjà leurs explications pour l'échec annoncé. Les chevaux avaient passé toute leur vie derrière des clôtures, nourris à heure fixe et abreuvés automatiquement. Désormais, ils devaient survivre dans un lieu où la source des eaux la plus proche pouvait se trouver à 15 km, cachée sous des couches de glace épaisses de 10 cm. Mais personne n'avait prévu ce qui allait suivre. En 2023, ces 11 chevaux étaient devenus 534. Le sol mort sur lequel ils avaient été relâchés abrite désormais plus de 20 espèces de plantes qui n'avaient plus poussé là depuis des décennies. Et le désert, autrefois en expansion, recule maintenant d'environ 47 hectares par an. Cette histoire n'est pas seulement celle des animaux qui ont survécu. C'est l'histoire de chevaux qui ont inversé l'avancée d'un désert. Pour comprendre pourquoi quelqu'un aurait tenté une mission aussi impossible, il faut comprendre ce qu'était devenu le bassin de Jungar en 1986. Ce n'était pas seulement une opération de sauvegarde d'une espèce. Il depuis agissait dit de 1000 ans, sauver toute une région de l'inhabitabilité. Le bassin de Jungar n'avait pas toujours été un désert. Le rythme de leurs sabots façonnait tout l'écosystème. Puis ils disparurent totalement. La dernière observation confirmée fut enregistrée par une équipe soviétique de géologues, quelques empreintes dans la boue séchée et des poils bruns accrochés à l'herbe du désert. Après cela, plus rien. Ce qui suivit fut un effondrement écologique d'une ampleur qui surprit même les scientifiques les plus pessimistes. Sans les chevaux, la surface du sol se transforma en une sorte de béton biologique. La pluie tombait encore, la région recevait toujours entre 10 et 15 cm d'eau par an, mais l'eau ne pénétrait plus dans le sol. Elle glissait à la surface avant de s'évaporer. Les graines ne pouvaient plus germer à travers cette croûte durcie. Les niveaux d'azote chutèrent si brutalement qu'en 1974, des scientifiques comparaient les échantillons de sol à de la poussière lunaire, un matériau minéral biologiquement mort. Le désert avançait comme une armée. Les images satellites de 1982 montraient le désert de Gobi s'étendre de 70 km par décennie, engloutissant prairies, villages et zones agricoles. Pékin, situé à plus de 1600 km, subissait des tempêtes de poussière durant plusieurs jours. En mars 1983, visait à 4500 planter une kilomètre, une seule tempête déposa 43 000 tonnes de terre du bassin de Jungar sur la capitale chinoise. Les hôpitaux signalèrent une hausse de chutèrent 300 des parfois urgences de 12 respiratoires. La Chine essaya tout. Mais cette immense forêt consommait davantage d'eau que le désert ne pouvait en fournir. Les arbres plantés en rangées parfaites commencèrent à mourir par le bas, leurs racines incapables d'y atteindre l'eau qui disparaissait. Des villages entiers durent être déplacés lorsque leurs puits s'asséchèrent. En 1985, la situation était devenue critique. La productivité agricole de la province du Xinjiang avait chuté de 34. Le désert avançait vers Pékin à un rythme accéléré. Certains modèles informatiques suggéraient qu'au rythme actuel, la capitale pourrait devenir presque inhabitable d'ici 2050.
C'est alors qu'un petit groupe des écologistes chinois dirigé par le chercheur Yong Jianming proposa une idée qui semblait relever de la science-fiction. Au lieu de combattre le désert avec des solutions humaines, pourquoi ne pas ramener l'ingénieur originel de cet écosystème, le cheval sauvage, qui entretenait ces terres depuis l'âge de glace? Le cheval de Pianziolski, n'est pas un cheval ordinaire. Son ADN possède 66 chromosomes, contre 64 chez les chevaux domestiques. C'est la seule espèce de cheval qui n'a jamais été domestiquée, jamais dressée, jamais apprivoisée. Pendant que les humains sélectionnaient les chevaux arabes pour leur vitesse et les Clydesdales pour leur puissance, les chevaux de Pianziolski restaient pratiquement identiques à ceux peints sur les parois des grottes il y a 40 000 ans. Mais un chiffre rendait la situation dramatique. En 1985, il n'en restait que 900 sur toute la planète, tous enfermés dans des eaux. Toute l'espèce descendait seulement de 12 à 14 individus capturés entre 1899 et 1903. Après la Seconde Guerre mondiale, la population mondiale avait atteint un niveau catastrophique, 31 chevaux seulement, dont à peine 9 capables de se reproduire. À un moment donné, l'espèce ne survivait plus que dans 2 endroits, le zoo de Munich et le zoo de Prague. Chaque cheval de Pianziolski vivant au jour 8 porte cette empreinte génétique, une mémoire chromosomique dès une quasi-extinction. Le plan de la Chine, formulé en 1985 et lancé en 1986, comportait 3 phases qui semblaient simples sur le papier, mais qui nécessitaient de réinventer tout ce que on savait sur la réintroduction des espèces. D'abord, importer les chevaux depuis les zoos occidentaux et les acclimater dans le nouveau centre d'élevages de Ginsar. Ensuite, les faire passer à des conditions semi-sauvages dans des immenses enclos, en apprenant à des animaux de zoo comment redevenir sauvages. Enfin, les relâcher dans la réserve naturelle de Calamélie, un territoire de 4000 km² parmi les plus hostiles d'Asie. La science derrière ce projet était précis, et pour beaucoup des observateurs presque mystique. Ces chevaux ne se contentent pas de manger de l'herbe, ils façonnent des écosystèmes entiers grâce à 3 mécanismes biologiques qu'aucun autre animal de la région ne possède. Le premier mécanisme est l'impact mécanique. Chaque cheval pèse entre 270 et 360 kg. Lorsqu'ils courent, leurs sabots frappent le sol avec une force énorme, comparable à celle d'un marteau-piqueur. Dans les sols durcis du bassin du Junggar, cette pression est exactement ce qu'il faut pour briser la croûte biologique qui empêche l'eau de pénétrer dans la terre. Mais contrairement aux machines, les chevaux sont sélectifs, ils évitent les jeunes plantes fragiles et écrasent principalement les sols nus et la végétation morte. Le deuxième mécanisme concerne leur déplacement. Des suivis GPS ont révélé que les chevaux de Pianziolski parcourent environ 15 km par jour selon des trajectoires que les mathématiciens qualifient de fractales. Ils broutent intensément dans une zone pendant des heures, puis se déplacent soudainement à plusieurs kilomètres avant de revenir plus tard. Ce comportement semble aléatoire, mais il ne l'est pas. Il crée ce que les écologistes appellent une mosaïque de perturbations, de l'herbe courte ici, de l'herbe haute là, et des zones de sol nu entre les deux. Chaque microhabitat soutient différentes espèces d'insectes, des oiseaux et de petits mammifères. Le troisième mécanisme, le plus remarquable, est la dispersion biologique. Le fumier des chevaux n'est pas un déchet, mais un véritable système de transport. Des analyses ont révélé des graines viables provenant de plus de 20 espèces végétales différentes. Le passage dans leur système digestif améliore même le taux de germination jusqu'à 300. Les acides digestifs fragilisent les enveloppes des graines et brisent leur dormance. Un seul gramme de fumier de cheval de Pianziolski peut contenir jusqu'à 7,4 graines viables, soit 2 fois plus que le bétail et 8 fois plus que les moutons. Et comme les chevaux parcourent de grandes distances chaque jour, ils dispersent ces graines sur des immenses territoires, créant des corridors génétiques entre des populations végétales isolées. Mais les premières difficultés sont apparues avant même l'arrivée des chevaux en Chine. Ces animaux avaient vécu dans des zoos pendant 3 ou 4 générations. Ils ne savaient pas trouver de l'eau dans le désert. Ils ne reconnaissaient pas les hurlements des loups comme un danger. Ils n'avaient jamais connu des températures inférieures à 0 ou des chaleurs extrêmes. Les premiers mois, à Ginsar furent une lutte pour la survie qui faillit donner raison aux critiques.
En quelques semaines, les infestations de mouches parasites touchèrent tout le troupeau. Les larves s'enfonçaient dans l'estomac des chevaux, provoquant des lésions douloureuses qui empêchaient une digestion normale. Le premier hiver fut apocalyptique. Génétique les ne peut remplacer, températures chutèrent jusqu'à 42 C. Habitués aux écuries chauffées, les chevaux se regroupaient contre des vents glaciales qui traversaient le désert comme des lames. Épaisses que certains, nos chevaux pouvaient plus lever la tête. La neige ensevelie, le peu d'herbe disponible sous près d'1 mètre de poudreuse. Le personnel de Ginsard observait à distance avec des jumelles, et n'avait pas le droit d'y intervenir sauf si tout le troupeau était en danger. Épaisse que certains, nos chevaux pouvaient plus lever la tête grave gelure. 2 juments firent des fausses couches. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les étalons commencèrent à briser la glace avec leurs sabots pour atteindre l'eau, un comportement jamais observé en captivité. Les mères formèrent des cercles protecteurs autour des poulains pendant les tempêtes, utilisant leur corps comme barrière contre le vent. Les chevaux apprirent à creuser la neige avec un mouvement de balayage de leurs pattes, afin de retrouver l'herbe cachée dessous. Ils réapprenaient à être sauvages. Au printemps 1987, la transformation dépassa toutes les prévisions. Des espèces d'herbes disparues depuis 17 ans commencèrent à repousser dans les zones pâturées par les chevaux. La croissance compensatoire augmenta la biomasse végétale de 43 dans les zones broutées par rapport aux zones non pâturées. Le sol lui-même commença à changer d'une manière qui stupéfia les scientifiques. Dès la première année, la rétention des humidités augmenta de 23, non pas grâce à davantage de pluie, mais parce que les sabots des chevaux avaient créé des milliers de petites dépressions dans chaque hectare de terrain. Chacune de ces cavités devenait un mini réservoir capturant l'eau de pluie qui aurait autrement disparu sur les sols durs. La deuxième année apporta une autre surprise, les niveaux d'azote augmentèrent de 37. Le fumier des chevaux ne fertilisait pas seulement le sol, il le ramenait littéralement à la vie, réintroduisant des millions de bactéries intestinales absentes depuis des décennies. À la troisième année, les botanistes observaient quelque chose qui semblait impossible. 22 espèces végétales étaient réapparues de nulle part. Leurs graines étaient restées dormantes dans le sol pendant près de 20 ans, attendant simplement les bonnes conditions pour germer. L'écosystème se réveillait enfin. Les scarabées bousiers, absents depuis 15 ans, revinrent par millions. Ils enfouissaient le fumier des chevaux, enrichissant davantage le sol. Les études recensèrent 43 espèces d'insectes qui n'avaient plus été observées depuis des décennies. Ces insectes attirèrent ensuite les oiseaux, alouettes, traquets et gangas. Les petits mammifères suivirent également, comme les gerboises, les pikas et les écureuils terrestres. Chaque espèce ajoutait une nouvelle couche de complexité, créant une nouvelle boucle naturelle dans cet écosystème en pleine renaissance. En août 2001, 27 chevaux furent sélectionnés pour être relâchés totalement dans la réserve naturelle de Calamélie. Il n'y avait ni clôture, ni nourriture supplémentaire, ni intervention humaine, seulement des chevaux et 4000 km de désert qui n'avaient pas vu leur espèce depuis 32 ans. Les scientifiques installèrent des colliers GPS, des pièges photographiques et attendirent avec anxiété. En la première semaine, de nommer 500 oncles par les maîtres du point de libération invisible. Puis au 8e jour, quelque chose changea. Un étalon avec une marque blanche distinctive sur le front, en la première semaine, de nommer 500 oncles par les maîtres du point de libération chercheurs, invisible, conduisit soudain son harem à 30 km au nord vers une source d'eau qui n'apparaissait sur aucune carte. Personne ne sait encore, au jour 8, comment il connaissait son existence. En moins d'1 mois, les chevaux avaient établi leur territoire, les étalons marquant leurs frontières grâce à des tas de fumier placés stratégiquement sur des hauteurs. Les taux naturels de reproduction atteignirent 87, un chiffre supérieur à celui de nombreuses populations vivant dans les eaux. Les poulains nés, à l'état sauvage, développèrent des comportements absents chez les chevaux élevés en captivité. Ils pouvaient distinguer 23 espèces de plantes différentes uniquement grâce à l'odorat. À l'ombre des aigles royaux, ils se figeaient instantanément, et leurs manteaux des hivers devenaient plus épais que ceux de leurs parents. La transformation du paysage était visible depuis l'espace. Les images satellites montrèrent des taches
vertes se propageant autour des territoires des chevaux comme des explosions au ralenti. La nappe phréatique, qui diminuait de 3 cm par an depuis 1970, se stabilisa en 2003. Puis, contre toute attente, elle recommença à monter. Les chevaux avaient réactivé une véritable pompe hydrologique, éteinte depuis une génération entière. Le succès du bassin de Jungar bouleversa totalement les idées de la Chine sur la lutte contre la désertification. Pendant 25 ans, le projet de la Grande Muraille verte reposait sur une idée simple, planter des arbres pour arrêter le sable. En 2010, 66 milliards d'arbres avaient été plantés pour un coût de 47 milliards de dollars. Pourtant, dans plusieurs régions, les conséquences furent catastrophiques. C'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Alors que l'immense programme de reforestation chinois asséchait littéralement le désert, les chevaux faisaient exactement l'inverse, ils ramenaient l'eau. Leurs sabots créaient des points d'infiltration permettant aux rares pluies de pénétrer profondément dans le sol au lieu de s'évaporer. Leur pâturage maintenait les prairies, qui nécessitent 90 moins d'eau que les forêts. Un seul cheval améliorait chaque année la rétention des eaux sur 50 hectares. Les 534 chevaux présents au Xinjiang géraient ainsi efficacement 26 700 hectares, une superficie plus grande que de nombreux parcs nationaux. Puis des économistes de l'environnement firent les calculs, et les chiffres furent stupéfiants. La restauration des sols fut estimée à 12 000 $ par an et par cheval. La dispersion des graines représentait 8 000 $, la rétention des eaux 15 000 $, la capture du carbone 7 000 $, et le soutien à la biodiversité 5 000 $. Au total, chaque cheval générait environ 47 000 $ de bénéfices écologiques par an. Le troupeau du Xinjiang produisait ainsi près de 25 millions de dollars de bénéfices écologiques chaque année, sans même compter le tourisme, la recherche scientifique ou l'importance culturelle. Le modèle se répandit rapidement. La Mongolie relâcha des chevaux dans le parc national de Husté en 1992, et en 2023, la population atteignait 490 individus tandis que la steppe environnante montrait des signes similaires de restauration. Le Kazakhstan lança le projet Golden Steppe en 2024, transportant des chevaux depuis Prague et Berlin vers la région de Kostanay. Chaque projet confirmait le même principe: on ne peut pas reconstruire un écosystème de manière artificielle en imposant des solutions humaines. Il faut le restaurer de l'intérieur grâce à des solutions façonnées par l'évolution. La Chine agrandit désormais la réserve de Kalaméli de 350 km supplémentaires. L'objectif est d'atteindre 2500 chevaux sauvages d'ici 2040. Les modèles informatiques suggèrent qu'une telle population pourrait restaurer plus de 100 000 hectares de terres dégradées, capturer 43 000 tonnes de carbone par an et soutenir plus de 300 espèces de plantes et des animaux qui n'existent au jour nulle part ailleurs en Chine. Si cet objectif est atteint, le bassin de Jungar pourrait devenir le premier désert de l'histoire humaine à être inversé non pas grâce à des plantations, à l'irrigation ou à l'ingénierie, mais grâce aux sabots de chevaux sauvages. Les 11 chevaux descendus de cet avion en 1986 n'étaient pas simplement des animaux déplacés. Ils représentaient une technologie biologique perfectionnée par l'évolution, capable de remodeler des paysages entiers. Il suffisait simplement de se rappeler comment la réactiver. Les chevaux de Przewalski nous obligent à nous poser une question dérangeante: combien de catastrophes environnementales pourraient être résolues en ramenant les ingénieurs originels de la nature, au lieu d'imposer des solutions humaines? Nous avons dépensé des milliers de milliards pour tenter de contrôler la nature, alors que la nature avait déjà créé la solution jusqu'à ce que nous la poussions vers l'extinction. Partagez vos pensées. Quel ingénieur écologique disparu aimeriez-vous ramener pour restaurer des terres endommagées? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires sur des espèces capables de remodeler des continents entiers, alors le bouton s'abonner est votre prochain clic.